Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans ce webinaire. Nous allons ce matin parler du marché de private equity. Vous devez vous souvenir que le groupe Mescar a rejoint le groupe LFPI il y a 3 ans environ, un tout petit peu plus. Le groupe LFPI est un spécialiste des marchés non cotés, du private equity. Et cela nous donne, je pense, une vue tout à fait privilégiée dans ce marché que nous allons essayer de vous partager ce matin. Pendant environ 1 heure, nous allons être accompagné par Aurélien Lequertier, qui est directeur des relations investisseurs au sein de LFPI Gestion. Et Aurélien va revenir avec vous sur les tendances qui affectent en ce moment le private equity. Mais peut-être Aurélien, avant de rentrer directement dans le vif du sujet, peux-tu nous rappeler rapidement qui est LFPI Gestion et le groupe LFPI? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci Stéphane. Tout à fait, je vais vous faire une brève introduction sur le groupe LFPI, vous présenter rapidement notre histoire avant de rentrer dans le vif du sujet. Pour cela, j'ai préparé des slides que je vais dérouler. Et puis, bien entendu, après, nous rentrerons dans le cœur de notre webinaire de ce matin sur les grandes tendances du marché du private equity. Alors, le groupe LFPI, en quelques mots et en quelques secondes, est l'un des premiers gestionnaires d'actifs alternatifs indépendants et multistratégies. Nous gérons 28 milliards d'euros d'encours. Ces 28 milliards d'euros d'encours sont découpés sur 4 grandes thématiques, 4 grands segments de gestion. Bien entendu, et nous y reviendrons, le capital investissement et la dette privée, qu'on appelle aussi le private equity, qui est notre métier historique, qui représente aujourd'hui plus de 40% de nos actifs sous gestion. Et puis aussi 3 autres thématiques que vous connaissez, bien entendu la gestion privée et le family office, puisque vous êtes vous-même des clients de la banque privée, qui représente un petit peu moins de 20% de ces 28 milliards. L'asset management, puisque nous gérons 25% de nos actifs sous gestion en asset management. L'asset management, c'est les produits cotés. Alors, je vous prie de m'excuser, j'ai été déconnecté. Je ne sais pas si vous me voyez à nouveau. On t'entend et on te voit à nouveau. Effectivement, il y a une courte déconnexion. Je vous prie de m'excuser pour cela, totalement indépendant de ma volonté. Donc, je reprends mon fil, j'en étais à l'immobilier qui représente 15% de nos actifs sous gestion. Voici nos 4 grandes thématiques que nous pilotons chez LFPI. Et puis, je reviendrai dans les détails sur le segment capital, investissement et dette privée, alias private equity, qui nous rassemble ce matin. Sur le slide suivant, je vous ai mis finalement une petite historique de notre histoire, de notre parcours, pour vous montrer de là où nous venons, montrer qu'on a plus de 30 ans d'histoire, puisque pour certains le savent déjà, mais ça va être un peu redondant et que je m'en excuse, mais pour d'autres qui ne le sauraient pas, on a été créé au sein de la Banque Lazare à la fin des années 80. Nous étions le pôle d'investissement. On ne disait pas encore private equity, on disait capital investissement ou investissement en fonds propres ou pour compte de tiers dans des entreprises de la Banque Lazare. Puis, le pôle dont je m'occupe moi aujourd'hui, qui est le pôle de LFPI Gestion, qui est le pôle private equity de la maison, a pris son indépendance de la Banque Lazare au tournant des années 2000. Nous avons créé depuis, en croissance organique d'une part et en croissance externe d'autre part, plusieurs activités différentes que je vous présentais dans nos 4 grandes thématiques. D'une part, l'immobilier à travers notre foncière, à travers LFPE SA en 2006, qui est notre fonds de fonds basé en Suisse. Je reviendrai sur des stratégies, qu'est-ce qu'est le fonds de fonds, bien entendu. Le lancement du programme de dette privée en 2007. Et puis, plus récemment, des croissances externes, l'acquisition sur le volet asset management d'une société de gestion qui s'appelle Hamilton, l'acquisition en 2021, comme le disait Stéphane, du groupe Mescar, qui regroupe bien entendu la gestion privée family office, mais également un volet asset management, et puis encore tout récemment l'acquisition en 2023 de Mandarin sur le volet asset management et d'HQ Capital, mais là encore j'y reviendrai sur le volet private equity.
Comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, le private equity est l'activité historique du groupe. Cela fait plus de 25 ans que nous investissons dans des PME et des ETI françaises et européennes. Nous prenons des investissements majoritaires, j'y reviendrai, mais en amont de cela, je voulais vous présenter nos secteurs d'intervention. Quand je dis secteur d'intervention, c'est à quel stade nous allons investir et allons accompagner des entreprises. Dans le capital investissement ou private equity, nous pouvons dégager 3 grands stades. Il y a sans doute, et vous les connaissez, le capital innovation ou venture capital ou capital risque. Les noms sont les mêmes, c'est-à-dire l'investissement dans des entreprises jeunes, des startups. Vous pourrez les présenter également comme des entreprises qui viennent se créer de tech et qui nécessitent de l'amorçage, du financement en série A, B ou C. Vous avez déjà lu ou entendu ce champ lexical et ce sont des entreprises finalement qui sont encore très jeunes, qui ne sont pas matures, qui en général ne gagnent pas d'argent encore et qui ont besoin d'argent pour se lancer. C'est ce qui deviendront plus tard, peut-être pour certaines, et ça vous l'avez déjà entendu, des licornes. La deuxième phase, c'est le capital développement. Alors, ce capital développement, il est à la frontière entre le capital innovation et le capital transmission. Qu'est-ce que c'est ce capital développement? Très concrètement, ce sont des entreprises qui ont peut-être déjà du chiffre d'affaires, mais qui ont besoin d'accélérateurs, sans doute de l'essence dans le moteur pour continuer à se développer et générer de l'argent et du résultat financier positif. Nous n'investissons pas chez LFPI dans ces 2 secteurs-là. Nous investissons dans le capital transmission. Qu'est-ce que c'est le capital transmission? C'est le secteur dans lequel nous investissons, mais c'est aussi et surtout l'investissement des entreprises matures, des entreprises qui gagnent de l'argent. Alors, dans ce segment du capital transmission, vous retrouvez ce que nous on appelle dans notre jargon familier le small et mid cap ou le mid market ou le large cap. Le mid market, ce qui nous rassemble aujourd'hui, et c'est notre spécialité chez LFPI, c'est le financement des PME et des ETI. Qu'est-ce que c'est et quelle taille finalement nous pouvons cibler dans le financement des PME et ETI? Je dirais que nous finançons des entreprises qui ont une valeur à partir de 50 millions d'euros jusqu'à 250, 300, 400 millions d'euros. Comment nous distinguons la valorisation de l'entreprise par rapport à son chiffre d'affaires? Peut-être ça va être une de vos questions. Nous pouvons estimer rapidement et synthétiquement qu'une entreprise qui a une valorisation, prenons par exemple de 100 millions d'euros, son chiffre d'affaires sera assez similaire à ce montant-là. Donc, je peux vulgairement vous dire que nous finançons des entreprises qui ont un chiffre d'affaires entre 50 et 500 millions d'euros. Alors, l'investissement se fait comment? Nous prenons principalement des investissements majoritaires dans lesquels nous investissons avec l'argent le nôtre, mais aussi des investisseurs qui nous accompagnent. Et pour cela, nous mettons également de la dette dans nos opérations, comme lorsque vous achetez finalement un appartement pour vous-même, vous faites un emprunt et vous y mettez de la dette. Nous faisons de la même manière, ce qui nous permet d'investir en fonds propres et quasi-fonds propres avec des outils de dette. C'est ce qu'on appelle le LBO ou leverage buyout, c'est-à-dire que nous achetons des entreprises avec de l'argent en fonds propres ou de compte de tiers en equity, en cash, et puis nous y adossons une opération avec de la dette bancaire pour augmenter notre investissement. Alors, je vous le disais, nous sommes spécialisés sur le mid-market. Alors, pourquoi la spécialisation sur le mid-market, vous allez me dire? D'une part, parce que c'est le secteur qui génère le plus de transactions en Europe. C'est le secteur pour lequel il y a le plus de profondeur. C'est le secteur dans lequel il y a le plus d'entreprises. C'est le secteur en France, mais si je reprends l'exemple en Allemagne, c'est la même chose, pour lequel nous trouvons finalement un terrain de jeu le plus profond. Je vous ai mis sur la partie droite de ce slide, sur le graphique, le nombre en pourcentage ou la part du nombre d'opérations sur le mid-market. Vous voyez qu'en 2023, mais également si on prend une moyenne sur 10 ans, c'est le segment de marché qui représente plus de 50% des opérations. Par conséquent, le risque d'exécution sur ce segment-là est très limité. Donc, on a peu de risques de ne pas déployer ou de ne pas investir. Et ça permet également d'avoir des rendements et des perspectives de performance attractifs. Sur la partie gauche de ce slide, vous trouvez la comparaison des TRI, donc des taux de rendement, de la performance, si vous voulez, des différents stades du private equity. Je vous parlais de capital risque, de capital innovation. Vous l'avez avec le venture capital. On voit que ça stagne entre 8 et 9% de rendement moyen sur les 2 dernières années, 21 et 22, qui sont les dernières datas dont nous avons
à disposition. Le gros capital ou le capital développement, lui pareil, stagne en dessous de 9%. A contrario, le LBO, le capital transmission, ou qu'on appelle en anglais le buyout, lui dépasse les 14% de rendement. Hein. C'est annuel. C'est aussi pour cela qu'on se penche sur ce secteur-là, parce qu'on sait que c'est le secteur qui permet de générer le plus d'argent pour nous et pour nos clients, bien entendu. Alors, vous allez me dire, et peut-être vous allez me poser la question tout à l'heure, finalement, comment vous accompagnez la transformation des entreprises? Comment vous sourcez vos opérations? Comment elles viennent à vous? Comment celles-ci, une fois que vous les avez achetées ou fait un investissement, comment vous les accompagnez? Comment vous les faites grandir? Et puis, surtout, comment vous les vendez pour générer de la valeur et de la création de valeur pour vous, les investisseurs du fonds? Ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que le marché du private equity, d'une part, mais également le marché du mid-market, des PME et ETI, est un marché immense. En France, il y a près de 6 000 ETI. Il y a plus de 100 000 PME qui sont éligibles à nos investissements. Donc, comme je vous le disais il y a quelques minutes, le terrain de jeu est profond. La stratégie du mid-market, c'est le segment le plus compétitif et le plus actif. Nous investissons sur ce secteur-là depuis plus de 25 ans. Nos équipes ont une expérience significative. Alors, comment, finalement, les entreprises viennent à nous? Comment nous savons, comment nous ambitionnons d'aller investir et trouvons des opportunités? Eh bien, parce que, finalement, comme je vous le disais, nous faisons ce métier depuis plus de 30 ans et chacun d'entre nous dispose de relais. Nous avons des contacts, bien entendu, auprès des apporteurs d'affaires auxquels nous pensons en premier, qui sont les banques d'affaires. Mais nous avons en notre sein et au sein du groupe LFPI également vous-même, vous les clients du groupe qui êtes parfois d'anciens dirigeants de PME ou dirigeants de PME toujours actifs. Vous avez vous-même vos propres réseaux et parfois, au moment où de transmettre votre entreprise, vous pouvez nous solliciter en disant finalement, j'ai une entreprise qui produit, qui fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, je souhaiterais la transmettre à mes cadres dirigeants ou je souhaiterais la transmettre à un tiers. Et nous pourrons prendre votre relais en appui pour transformer ces entreprises. Et puis, il y a aussi naturellement les autres réseaux d'affaires, les avocats, les notaires avec lesquels nous travaillons, bien entendu. Notre présence en France, alors bien entendu, le groupe LFPI est présent partout dans le monde, mais notre présence en France à travers nos 9 agences Mescar fait qu'aussi nous sommes en lien avec les territoires et les banquiers privés qui sont ici connectés savent très bien que être au contact des territoires, être au contact des clients, être au contact des entreprises finalement et des réseaux d'apporteurs d'affaires ou des réseaux des places financières nous permet de nous faire remonter des opportunités d'investissement. En tout cas, et après je passerai à l'accompagnement, nous avons une politique aussi d'acquisition extrêmement prudente. Comme vous le savez, les valorisations d'acquisition peuvent évoluer en fonction des tendances de marché. Nous faisons extrêmement attention à combien nous payons nos entreprises. Car finalement, si nous achetons, et ça c'est très vrai dans le côté, mais c'est extrêmement vrai dans le côté, nous achetons bien, c'est-à-dire une valorisation raisonnable, nos perspectives de croissance des entreprises qui se fait par les métriques financiers des entreprises, c'est-à-dire l'évolution du chiffre d'affaires et de l'EBITDA à la hausse, l'effet multiple joue aussi. C'est-à-dire que si je prends un exemple pour vulgariser, si nous achetons 10 fois le résultat net avant impôt, et que nous revendons cette entreprise 12 fois, dès lors que nous l'avons fait grandir en parallèle en chiffre d'affaires et en EBITDA, nous réalisons une performance complémentaire. Donc, nous jouons également, mais à la marge, sur cet effet multiple qu'on appelle dans notre jargon l'effet re-rating. J'y reviendrai. Néanmoins, sachez que c'est une petite part, cet effet re-rating, dans la performance et dans la création de valeur. Nous créons de la valeur en accompagnant les entreprises et en prenant des investissements principalement majoritaires. Nous sommes extrêmement actifs lorsque nous pilotons les sociétés. Nous investissons en lien avec les équipes dirigeantes. Nous sommes tous les jours en opérationnalité avec les dirigeants des entreprises de notre portefeuille. Il n'y a pas un jour où les membres des équipes ici n'échangent pas avec des dirigeants de nos entreprises. Et j'ai envie de vous dire que finalement, on aurait gagné ou on a gagné dès lors que l'appel du président ou du directeur général d'une PME que nous accompagnons finalement, appelle les équipes d'investissement ici, c'est quelque chose qui se fait naturellement très, très bien, mais on a gagné si ça devient récurrent. Si finalement, ils nous sollicitent pour avoir une opinion, un conseil, un avis, c'est ce qui se fait très bien
ici et je crois que ça participe aussi à la création de valeur et à faire en sorte que les entreprises dans lesquelles nous investissons grandissent. Alors, quels sont les leviers aussi, vous allez me demander, de la croissance des entreprises? Comment faites-vous pour faire émerger de nouveaux groupes? Qu'est-ce qu'on fait? On fait, bien entendu, avant même de rentrer dans l'entreprise, on sait déjà quel levier de croissance on va actionner. Qu'est-ce qu'on va faire pour aller chercher des nouvelles opportunités de marché? Quelles sont peut-être les cibles de croissance externe, c'est-à-dire racheter des concurrents que nous voulons faire pour faire grandir l'entreprise? Nous avons déjà, en amont de l'acquisition, souvent identifié des entreprises à acheter, à acquérir pour faire grandir notre entreprise mère. Et bien entendu, les leviers de déploiement du digital, pour certains exemples, de la création de nouveaux marchés à l'étranger également, fait partie d'une chose que l'on regarde lorsqu'on rentre dans une entreprise. Je vous ai mis en bas deux petits camemberts, deux petits graphiques qui vous permettent d'illustrer ce que je viens de vous dire avant de parler de la sortie. Quels sont nos leviers de croissance? Nos leviers de croissance, c'est la croissance du chiffre d'affaires, j'en parlais. En général, en moyenne, celui-ci est égal à 1,7 fois au moment où on est rentré par rapport à la sortie, et la croissance du résultat net avant impôt, ce qu'on peut appeler EBITDA, est de 2 fois, 0,2. Ce qui fait que, comme je vous le disais, la clé de notre succès, c'est la création de valeur, c'est faire grandir l'entreprise, c'est la faire évoluer, c'est les faire passer un stade. Quant à la sortie, celle-ci se décide, en tout cas se réfléchit dès le début. C'est-à-dire que nous, avant d'acquérir une entreprise, avant de faire un investissement, nous savons déjà ou nous estimons déjà quelle est la sortie ou quelle est la typologie de sortie que nous allons faire. L'idée que nous avons et que qu'ont nos confrères également, c'est de maîtriser ce calendrier. C'est de savoir à quel moment il faut déclencher le process de sortie, à quel moment, quels sont potentiellement les acquéreurs qui pourraient prendre notre relais. Et ça, nous le savons même avant de rentrer. C'est dans nos business plans, c'est dans nos analyses, parce que nous ne pouvons pas prendre le risque de ne pas savoir comment vendre l'entreprise. Vous le savez, nous détenons des entreprises en moyenne entre 4 et 6 ans. Ça paraît long, mais c'est extrêmement court. Nous avons 4 à 6 ans pour les faire grandir, pour les faire mûrir, mais nous avons 4 à 6 ans aussi pour réfléchir à notre stratégie de sortie. Parce que notre stratégie de sortie déterminera également la valorisation et donc la performance pour vous, les investisseurs. En conséquence, nous ambitionnons dès l'année 1 d'identifier des potentiels acquéreurs. Et en général, lorsque nous lançons ou nous actionnons le levier de la sortie, nous savons déjà quelles sont ou quelles seraient les typologies d'acquéreurs, et voire même, nous avons déjà identifié 3 ou 4 profils, parfois des confrères à nous, parfois des industriels, qui sont capables d'aller acheter l'entreprise que nous avons développée. Et ça, c'est une vraie différenciation, c'est un vrai avantage comparatif par rapport à nos confrères. Je vous ai mis sur cet exemple quelques échantillons de sociétés dans lesquelles nous avons investi récemment ou moins récemment. Vous y reviendrez, vous aurez le document, on pourra revenir et poser vos questions. Mais vous voyez qu'il y a des exemples d'entreprises que vous connaissez pour certains nombres d'entre vous. Et je serai bien entendu disponible pour vos questions et pour échanger sur ces entreprises un peu plus tard. Alors maintenant, ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est le marché du private equity. Je vais essayer de vous présenter les grandes tendances de ce marché à l'orée des crises politiques, peut-être, conjoncturelles aussi, en tout cas des évolutions de conjoncture, des crises géopolitiques que nous avons connues ces 2 dernières années. Je vais vous expliquer pourquoi le marché s'est un peu tassé, parfois un peu distendu, parfois se redynamise. Alors, pour parler du marché du private equity, il faut commencer par prendre en compte un indice que nous utilisons beaucoup, qui est l'indice Argos. L'indice Argos, qu'est-ce que c'est? L'indice Argos, c'est un indice qui va mesurer trimestriellement les évolutions des multiples d'acquisition des entreprises. C'est un indice pour nous de référence dans le marché du private equity. Il mesure, comme je vous le disais, le multiple moyen d'acquisition sur l'ensemble du marché de la PME et de l'ETI française et européenne. Comme je vous le disais, et si vous avez bien écouté, ce sont des valorisations comprises entre 50 à 500 millions sur ce marché. Nous, concernant chez LFPI, on fait un focus sur des entreprises qui ont une valorisation entre 50 et 200, 300, 400 millions. Néanmoins, c'est une bonne illustration
du tendance de l'activité du marché du private equity. On remarque qu'au premier trimestre 2024, c'est les dernières datas dont nous avons à disposition, il se stabilise à 8,9 fois le résultat net avant impôt, c'est-à-dire proche de sa moyenne sur 20 ans. Parce que si on revient en arrière, de horizon 2004-2006, vous voyez que celui-ci oscille entre 8 et 9. Alors, naturellement et sans surprise, les fusions-acquisitions ont été considérablement impactées par les conditions macroéconomiques en 2023. L'inflation, la montée des taux d'intérêt, le ralentissement de la croissance économique et bien entendu, la gestion et les tensions des crises politiques et géopolitiques. Au cours du trimestre, l'indice Argos a été conditionné par la baisse des prix, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, et j'y reviendrai, je vous expliquerai pourquoi. En recul, néanmoins, on voit une convergence, ce n'est pas dans le graphique, mais je peux vous le dire, entre les prix payés par les investisseurs financiers que nous sommes, qui ont tendance parfois à payer un petit peu plus cher que les acteurs stratégiques, ou qu'on pourrait appeler industriels. Et néanmoins, on voit que cet écart se rapproche. Ça veut dire que le marché se redynamise. Le segment du mid-market, c'est-à-dire sur lequel nous intervenons, est toujours le plus actif en termes de volume et en termes de transactions en Europe. Aujourd'hui, nous constatons une baisse des incertitudes sur les taux, un ralentissement de l'inflation. Et on voit également que ça va permettre de redynamiser le marché. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe concrètement dans ce marché du private equity? On voit que les multiples d'acquisition baissent. C'est une bonne nouvelle, contrairement à ce que certains de nos confrères peuvent dire. On avait, lorsqu'on se positionne à l'achat, finalement le marché qui baisse, naturellement, c'est une bonne nouvelle. Mais en parallèle de ça, comme c'est un marché de l'offre et de la demande, si nous sommes positionnés à l'achat, c'est que nous avons également, nous, mais également nos confrères, des entreprises à vendre. Les entreprises, parlons-en. Vous savez que finalement, si le marché se tasse ou ralentit, pour une simple et bonne raison, c'est que les dirigeants d'entreprise, souvent conseillés par des banques d'affaires, étaient poussés à attendre sur les 2 dernières années parce que leurs conseillers leur disaient finalement attendez un petit peu, les multiples aujourd'hui baissent un petit peu si on revient à la période 2022. Néanmoins, ils vont augmenter, c'est ce que les conseillers de ces entreprises à vendre leur disaient. Donc attendez pour vendre. Ce qu'ils ont fait, ils ont attendu, ils ont écouté leurs conseillers. Néanmoins, 1 an est passé, 2 ans sont passés. Ces entreprises qui étaient à vendre, et qui le sont toujours, souvent accompagnées par des fonds, les fonds ont un calendrier, ont une duration. Les fonds ont besoin de faire tourner les portefeuilles. Et en conséquence, voyant les multiples d'acquisition et de vente continuer leur baisse, les dirigeants d'entreprise ont été, pas contraints, mais ont dû vendre leur entreprise pour faire tourner les portefeuilles des fonds. En conséquence, on voit qu'après 2 ans de baisse, ce multiple des acquisitions et cet indice Argos se stabilise parce que les vendeurs ont compris que finalement, plutôt que d'être attentistes, il fallait faire tourner les portefeuilles, il fallait vendre. Donc c'est pour ça que cette baisse des multiples d'acquisition qui tend à se stabiliser fait en sorte que le marché repart. Alors, bien entendu, il y a des tensions. Les tensions politiques que nous connaissions depuis quelques semaines, voire un petit peu plus, font que nous nous posons des questions, naturellement. Néanmoins, les fonds ont besoin de faire tourner les portefeuilles. Les fonds ont besoin d'investir. Les entreprises en France, mais aussi européennes, ont besoin d'essence pour se développer. Et en conséquent, même si parfois il peut y avoir des stratégies de stop and go, c'est-à-dire qu'on est attentiste, on attend et puis on décide, fait néanmoins que nous pensons fortement chez LFPI qu'il y aura des opportunités et qu'il y a des opportunités. D'ailleurs, nous sommes à l'étude sur plusieurs projets, donc nous pourrons en parler un peu plus tard. Alors, le marché du private equity français affirme sa résilience dans ce contexte chahuté que je vous présentais. Les investissements sur l'année 2023 repartent à la hausse en nombre après 3 semestres de baisse. Nous avons connu des semestres entre 22 et début 23 en retrait. Le second semestre 2023, lui, remonte. L'activité annuelle du private equity français retrouve une dynamique en ligne avec les tendances long terme. En 2023, les montants investis, et c'est la partie gauche du slide, sont historiquement élevés. Alors, ils sont un peu en baisse,
c'est sûr, par rapport aux années exceptionnelles 2021 et 2022, années post-crise sanitaire, on a vu beaucoup d'entreprises repartir. Mais si nous regardons par rapport aux années précédentes, si je prends par exemple une comparaison avec l'année 2018, on voit néanmoins que les montants investis progressent annuellement de 7% entre 2018 et 2023. Et vous voyez qu'en 2023, 21,1 milliards ont été injectés dans le private equity, donc dans les entreprises françaises. C'est un nombre qui est considérablement supérieur à celui de 2013 si on fait un retour en arrière de 6,5 milliards. Par ailleurs, c'est un chiffre que j'aime bien donner lorsque je parle à des clients, c'est le nombre d'entreprises françaises, et vous ne le trouverez pas sur le slide, mais c'est le nombre d'entreprises françaises qui sont accompagnées par des acteurs financiers ou des investisseurs financiers que nous sommes. Donc, quand je dis nombre d'entreprises françaises, c'est le nombre d'entreprises éligibles, c'est-à-dire sur notre terrain de jeu des PME et des ETI. Aujourd'hui, ce chiffre, il est inférieur à 15%. Ça veut dire qu'il y a moins de 15% de PME et ETI éligibles à un investissement d'un acteur financier tel que nous, qui sont accompagnés par un fonds d'investissement. Qu'est-ce que ça veut dire en contrepartie? Ça veut dire que 85% des entreprises éligibles ne le sont pas. Et en conséquence, ça veut dire également que nous avons, et là, si vous avez bien écouté, vous le savez, nous avons une profondeur de marché, un terrain de jeu qui est extrêmement important. Donc, nous n'avons pas d'inquiétude quant au déploiement, ce qu'on appelle dans notre jargon le dry powder, la poudre blanche, c'est-à-dire les incertitudes quant au déploiement de nos fonds, nous n'en avons pas. Si je reviens sur ce slide, cette fois sur la partie droite, on voit que le volume d'activité est en hausse au second semestre 2023 par rapport au premier semestre 2023. Il reste néanmoins très animé. Alors, vous savez, je vais vous donner une petite clé complémentaire. Le marché du private equity français, mais aussi européen, est toujours plus animé au second semestre d'une année qu'au premier semestre d'une autre année. Néanmoins, si on compare avec les niveaux pré-crise sanitaire, 1527 opérations ont été réalisées en France, contre 1193 en moyenne entre 2016 et 2020. Donc, vous voyez que nous sommes au-dessus, vous voyez que le marché connaît une certaine quand même dynamique. Nous continuons à accompagner les startups, les PME, les ETI. Quand je dis nous continuons, ce sont les acteurs de capital investissement. Nous, au niveau des FPI, on a réalisé plusieurs investissements entre 2022 et 2024 et nous en regardons encore de nouveaux. En 2023, le nombre d'opérations réalisées est très important. Il est en recul seulement de 4% par rapport au pic de l'année 2022. Je vous parlais de nos tickets d'investissement. Je vous parlais tout à l'heure de notre répartition de nos investissements, notre spécialisation sur mid-market, le mid-cap. On voit bien avec ce graphique que je vous ai positionné ici la résilience de ce mid-cap. Certes, l'activité d'investissement diminue par rapport à la période 2021 et 2022. Ça revient à des niveaux un peu plus normaux. Cependant, le nombre d'entreprises reste particulièrement élevé. Les opérations d'investissement plus de 50 millions d'euros sont en baisse par rapport aux moyennes de 21 et de 22. Néanmoins, ce qui étaient des périodes extrêmement dynamiques, en comparaison, entre 2023 et entre la moyenne de 2021 et 2022, les investissements supérieurs à 50 millions d'euros sont en baisse significative. Qu'est-ce qu'on dit quand on dit 50 millions d'euros et plus? C'est les tickets d'investissement, c'est les montants investis dans les entreprises. Je précise bien, il ne s'agit pas de la valeur des entreprises, il s'agit des montants que nous mettons par opération. Ici, quand je prends l'exemple des investissements supérieurs à 50 millions, c'est le nombre d'opérations supérieures à 50 millions d'euros dans les entreprises. On y reviendra un petit peu sur les fonctionnements des fonds dans les slides suivants. Juste en avant-première et entre parenthèses, si un véhicule d'investissement prend une dizaine de participations, ce qui est la moyenne d'un fonds, prend entre dizaines de participations, si le ticket moyen d'un investissement d'un fonds est compris entre 50 à 100 millions d'euros et qui met entre 10 et 12 investissements, c'est des fonds qui font entre 1 milliard, voire un petit peu plus. Nous oscillons dans la strate d'en dessous. C'est ce que j'essaye de vous illustrer avec la partie gauche du slide, avec les flèches bleu clair et bleu marine, qui illustrent finalement notre intervention en mid-market, c'est-à-dire que nous mettons des tickets d'investissement dans des entreprises compris entre 5 et 50 millions d'euros. Et on voit bien que cette baisse est bien moins marquée que les tickets supérieurs à 50 millions. Moins 10% en montant, moins 10% en nombre d'opérations, moins 2% en nombre d'opérations, excusez-moi. Si bien que le mid-cap, donc notre secteur de prédilection, se maintient à très haut niveau. Une fois de plus, le segment du mid-market se démarque
car cette diminution est bien moins prononcée. Ce qui nous fait dire, chez nous, que c'est un secteur et c'est un segment que nous allons continuer à privilégier. C'est un secteur pour lequel il y a le plus d'opérations. C'est un secteur pour lequel il y a moins de ralentissement. Et dès lors, nous allons continuer à financer et accompagner des entreprises du mid-market, PME et ET. Enfin, petite slide sur la répartition sectorielle des investissements. Je vous le disais en introduction, nous, chez LFPI, nous investissons de manière diversifiée. Nous sommes extrêmement prudents quant aux valorisations d'acquisition. Nous sommes extrêmement prudents quant au secteur. Qui dit secteur à la mode, dit valorisation de ces secteurs très haute. Nous avons des secteurs prédilection, mais nous n'avons pas de thématique. Si on regarde les performances de nos fonds, l'histoire nous en donne raison. Alors les secteurs néanmoins que nous apprécions, que nous faisons plus. Les secteurs du B2B, du B2C, le secteur de la santé, sont des secteurs qui ont connu une augmentation des investissements. C'est des secteurs dans lesquels nous investissons toujours et nous avons toujours fait. Dans les secteurs de, par exemple, des logiciels, du service numérique, des services financiers, ces secteurs-là ont connu et ont vu des valorisations, leur valorisation exploser à la hausse sur les opérations sur les 2 dernières années. Acheter 15 fois, 17 fois, 20 fois le résultat net avant impôt, c'est exactement ce que nous ne faisons pas. Nous avons une barrière psychologique. Alors, ce que je vais vous dire peut être contredit néanmoins, mais nous essayons, autant que faire se peut, d'acheter maximum entre 10 à 11 fois le résultat net avant impôt. C'est difficile parce qu'il y a des secteurs, notamment post-crise sanitaire, qui ont connu une hausse des multiples d'acquisition. Néanmoins, nous pensons, avec cette politique d'acquisition prudente, que nous avons choisi une thématique précise, mais aussi une valorisation conservatrice quant à nos performances à l'issue. Parce que, comme je vous le disais, quand vous achetez 15, 17 ou 20 fois, ce que nous ne faisons pas, aller générer de la valeur, aller créer de la valeur, aller générer de la performance est beaucoup plus difficile que lorsque vous achetez 10 fois, parce que votre profondeur après de développement est plus forte. Alors, une fois qu'on a présenté l'historique du groupe, une fois qu'on vous a présenté les grandes tendances du marché, et je serai bien entendu disponible pour toutes vos questions, vous allez poser peut-être la question comment investir en private equity au sein de l'FPI, bien entendu, mais quels sont les différents types de véhicules, les différents types de fonds et comment cela se fait. Il faut bien comprendre chez LFPI, et avant de passer au slide suivant, que nous sommes présents partout. C'est-à-dire que nous avons des fonds professionnels destinés à une clientèle professionnelle. Nous avons des fonds non professionnels destinés à une clientèle non professionnelle. Ces fonds-là ont des stratégies différentes, ont des façons d'investir différentes et je vais vous les présenter. Alors, le premier véhicule que je peux vous présenter, qui est finalement un fonds, ce qu'on appelle un fonds de fonds dans notre jargon, comme c'est illustré sur la partie droite de ce slide, c'est un portefeuille hautement diversifié, c'est-à-dire que le souscripteur que vous êtes, que vous serez, prend un engagement de X dans un véhicule d'investissement qui s'appelle un fonds de fonds. Ce véhicule-là, fonds de fonds, va investir lui-même dans plusieurs fonds d'investissement, chez plusieurs de nos confrères, mais également dans plusieurs fonds de la maison. Ces fonds-là, in fine, vont investir dans les entreprises en direct. C'est un bon moyen de diversifier son risque. C'est un bon moyen de ne pas se focus sur un secteur géographique ou sur un secteur ou sur une entreprise en particulier. Si vous m'avez bien écouté, je vous ai illustré qu'un véhicule d'investissement, un fonds, prend en général un investissement entre 10 à 12 entreprises. Ben, c'est la même chose pour un fonds de fonds. C'est-à-dire que le fonds de fonds, lui, va prendre entre 10 et 12 investissements dans des fonds, qui eux-mêmes vont prendre 10 à 12 investissements dans des entreprises. Donc, vous faites la multiplication entre le nombre de fonds investis qui eux-mêmes vont investir dans un nombre d'entreprises donné, et ça vous offre, cela, un portefeuille extrêmement large et donc minimiser des risques. Ça permet d'optimiser les coûts et les ressources, et les coûts sont souvent réduits par rapport à un investissement direct dans des entreprises, par rapport à un fonds direct. Néanmoins, le risque étant diminué, la performance peut se retrouver un petit peu plus diminuée. C'est la contrepartie, mais c'est un véhicule
qui permet aussi de se frotter de prime abord, et pourquoi pas pour commencer, au fonds de private equity des grands gérants et les plus difficiles à atteindre. Les fonds de fonds permettent aux investisseurs non professionnels d'accéder au marché du private equity qui autrement pourrait nécessiter des investissements de plusieurs millions d'euros. Parce que nous, chez LFPI, on vous donne, à travers la structure de fonds que nous opérons, la possibilité d'accéder à des très très grands gérants qui eux-mêmes permettent des accès extrêmement limités tant que vous n'avez pas des montants significatifs d'investissement. Nous offrons cette possibilité à nos clients parce que nous pensons que finalement, l'accès à ces grands gérants ne doit pas être le luxe des très grands investisseurs institutionnels ou des très grands investisseurs privés. Nous pensons qu'il vous faut avoir accès à ces types de fonds et nous vous y donnons accès, excusez-moi, et c'est quelque chose qui est assez à l'image de cette maison de l'FPI, c'est rendre accessible ces grands gérants à nos clients et nous mettons l'accent dessus parce que nous pensons qu'il y a des opportunités et que ces opportunités doivent vous être présentées. Par ailleurs, fiscalement parlant et en termes de segments financiers, il existe certains fonds qui sont éligibles au contrat d'assurance vie français. Vos banquiers privés sont réunis ce matin. Vous pourrez leur poser vos questions à l'issue. Je serai disponible aussi également à l'issue de cette présentation pour vos questions sur cette thématique. Ensuite vient le fonds direct. Alors le fonds direct, finalement, il est très simple et très lisible à comprendre. Vous êtes un client, vous investissez dans un véhicule d'investissement qui va investir directement dans 10 à 12 entreprises. Les rendements sont potentiellement plus élevés. Je vous ai parlé des rendements de performance sur le segment du mid-market, sur la stratégie du LBO, buyout. Ça offre des rendements supérieurs à nos autres segments d'intervention qui existent sur le private equity, le capital risque et le capital développement, mais souvent aussi bien supérieurs aux produits d'asset management. Si vous voulez, je pense, et vos banquiers encore une fois sont là, et je ne vais pas faire leur travail à leur place, loin de moi, mais on voit très bien que dans une allocation stratégique d'un portefeuille, le private equity aujourd'hui est un segment d'investissement, une classe d'actifs qui est indispensable, alors toute proportion gardée bien sûr, qui est indispensable pour générer de la performance dans vos investissements et dans vos portefeuilles. Nous investissons à travers ces fonds directs sans thématique précise. Nous sommes assez généralistes sur les secteurs et par conséquent, ça permet aussi de diluer ce risque d'investissement. Nous ne concentrons pas uniquement nos investissements dans la santé, nous ne concentrons pas uniquement nos investissements dans l'agro ou dans le B2B. Ça permet de diluer ce risque, ça permet d'être extrêmement attentif aux entreprises que nous sélectionnons et ça nous permet également, si vous m'avez bien écouté, de ne pas se faire dicter la loi par les évolutions à la hausse des multiples d'acquisition en lien avec l'Ardis Sarcos. Chez LFPI, nous sommes des gérants. À travers vos banquiers privés et donc à travers nous, vous avez accès directement aux gérants que nous sommes. Nous ne sommes pas une plateforme d'intermédiation, nous ne sommes pas des brokers, nous sommes des gérants. Tous les jours, nous parlons à nos dirigeants d'entreprise. Tous les jours, nous pouvons vous donner l'accès aux gérants des fonds de private equity que nous pilotons. C'est un avantage comparatif très fort, c'est une source de diversification et de différenciation très forte. Chez nous, vous avez accès aux gérants et les gérants sont membres des équipes d'investissement depuis plusieurs années, il y a une certaine stabilité et c'est un vrai facteur différenciant pour les clients que vous êtes. Enfin, le dernier véhicule qui existe, et vous avez eu l'occasion pour certains d'entre vous d'y souscrire, c'est le co-investissement. C'est des entreprises que nous sélectionnons pour nos fonds professionnels, mais également pour nos fonds non professionnels, et nous permettons aux clients que vous êtes d'aller mettre un ticket d'investissement à nos côtés, conjointement, dans une entreprise que nous détenons à travers l'un de nos fonds. C'est ce qu'on appelle un véhicule de co-investissement. Ça permet le soutien complémentaire de nos fonds d'investissement. Ça permet aussi et surtout de déployer rapidement les montants d'investissement. Donc, il y a peu de risques de non-déploiement. Et ces opérations sont éligibles à différents dispositifs fiscaux tels que le remploi ou le pacte du trait. Aujourd'hui, et j'en terminerai là-dessus pour laisser la place à vos questions, nous avons un produit qui est ouvert à la souscription. C'est un fonds qui est accessible à tous et toutes. C'est un fonds qui est finalement le miroir de ce que je vous présentais depuis quelques minutes, de nos stratégies de private equity. C'est un fonds qui va
reprendre le meilleur de tous les mondes, si je peux dire cela comme ça. C'est-à-dire qu'il va agir à 30% de sa taille comme un fonds d'investissement direct. Il va prendre des participations en direct dans des entreprises. Et pour le reste, 70% de sa taille, il va investir en fonds de fonds. Alors vous allez me demander, quelles sont les entreprises et quels sont les fonds de fonds dans lesquels ce véhicule va investir? Alors pour les entreprises, c'est très simple. Ce sont des entreprises dans lesquelles nous investissons, nous, avec nos fonds professionnels uniquement. C'est-à-dire que nous vous offrons la possibilité d'investir avec nos fonds professionnels et donc avec nos investisseurs professionnels dans ces entreprises. Un ticket d'investissement est alloué et fléché depuis ce fonds vers les entreprises. C'est-à-dire que vous êtes à nos côtés, ce qu'on appelle dans notre jargon en pari passu, c'est-à-dire les mêmes conditions. Pas de frais complémentaires, pas de coûts complémentaires. Vous investissez dans ces entreprises à travers ce fonds au même titre et au même niveau que nos gros investisseurs institutionnels y accèdent avec nos autres fonds professionnels. Et enfin, le fonds de fonds, pour les 70% restants, ce sont des fonds dans lesquels, déjà d'une part, que nous gérons, mais aussi que nous sélectionnons. Là encore, vous êtes à nos côtés. Il n'y a pas de distinction en termes de coûts, en termes de frais. Il n'y a pas de fonds qu'on dédie à ce fonds FCPR. C'est un fonds qui vraiment est l'analogie de ce que nous savons faire depuis 25 ans en private equity. Quant à sa taille, et puis peut-être vous aurez des questions, je vais m'arrêter là, nous visons 35 à 50 millions d'euros. Le fonds a déjà atteint 35 millions d'euros. Alors où je vous parle, il est à 37 millions d'euros. Le ticket minimum est de 30 000 euros. En termes de stratégie, il est généraliste avec un positionnement géographique en Europe et aux États-Unis. C'est un fonds qui finit sa période de souscription, donc il sera fermé à partir du mois de septembre. Il a déjà réalisé 10 investissements et en conséquence, le timing d'investissement pour y souscrire est bon, puisque 10 investissements ont déjà été réalisés, donc vous avez peu de risques, même aucun risque que le déploiement de ce fonds ne soit pas fait, et la taille cible est déjà atteinte. Donc vous avez, là encore, pas de risque que nous n'arrivions pas, comme on dit parfois, à lever nos fonds. Celui-ci est déjà fait. Voilà ce que je pouvais vous dire ce matin sur les tendances du marché du private equity, sur les fonds dont nous disposons, et puis je suis bien entendu disponible pour l'ensemble de vos questions. Merci Aurélien. On avait également prévu peut-être de donner quelques exemples d'investissements, de les détailler, des investissements récents. Oui. Ça peut donner peut-être quelques couleurs justement sur ce qui se passe actuellement. Je voyais le temps qui tournait, alors j'ai préféré écourter sur les exemples. Si on fait quelques secondes. Très bien. Si tu peux peut-être bien sûr en sélectionner un parmi les deux qu'on avait évoqués. Tikamoun, très bien. Et puis, je vous rappelle, que vos questions, vous pouvez nous les poser par écrit et nous y répondrons à la fin de la présentation. En quelques mots, et merci Stéphane, je vais vous illustrer un exemple d'entreprise dans laquelle nous avons fait un investissement en juin 2023. Cet investissement, avant de rentrer dans les détails, Tikamoun, cette entreprise, il est positionné à la fois dans notre fonds professionnel, notre fonds flagship, qui est le fonds Mid Cap 8, qui est accessible aux grands investisseurs institutionnels, mais il est aussi dans le fonds FCPR Private Equity Mid Cap, dont je vous parlais il y a quelques secondes, qui est accessible à tous. Donc cette entreprise a été investie par deux fonds, l'idée par le fonds flagship de la maison et le fonds non professionnel qui est accessible à tous, a pris également sa part dans cette entreprise. Alors, Tikamoun, je ne sais pas si vous connaissez cette entreprise, en tout cas c'est une entreprise qu'on appelle une DNVB. C'est une entreprise qui produit et qui fabrique des meubles en bois massif pour l'équipement de la maison. C'est une entreprise qui est éco-responsable puisque 80% des produits en bois massif sont faits et sont certifiés par des entreprises, par du bois, excusez-moi, de forêt labellisé. Les produits sont garantis 5 ans, il y a plus de 1000 références. C'est une entreprise qui connaît une croissance extrêmement forte depuis 2019. 50% des ventes sont faites à l'étranger et c'est le premier acteur digital dans le mobilier durable en Europe. Nous avons pris une participation minoritaire de 35% pour LFPI. Quand je dis LFPI, c'est le fonds flagship, mais également le fonds FCPR dont je vous parlais il y a quelques secondes. Et nous y avons adjoint un mécanisme de protection de la performance. Ce mécanisme de la protection de la performance, je vais vous le présenter, juste entre parenthèses. Il est, comme vous l'avez compris, protecteur pour l'ensemble de l'investissement que le groupe LFPI a fait. Et donc, j'insiste bien,
ce mécanisme de protection n'est pas uniquement pour le fonds professionnel. Il est également pour le fonds non professionnel. Alors, qu'est-ce que c'est ce mécanisme de protection de la performance? Nous avons pris une participation minoritaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que d'ici 3, 4 à 5 ans, nous allons faire tourner cette entreprise. C'est-à-dire que nous allons lancer le processus de cession. Néanmoins, il ne peut y avoir aucune nouvelle opération capitalistique, donc il ne peut pas avoir de cession, tant que les clients, c'est-à-dire nous, LFPI, l'actionnaire, et à travers l'actionnaire, vous-même, les souscripteurs, l'entreprise n'aura pas rendu un rendement prioritaire de 15% en TRI et ou un multiple de 2 fois. C'est-à-dire que nous garantissons un minimum de rendement de 2 fois la mise pour le client final. C'est ce qu'on appelle un mécanisme de protection de la performance. Nous le mettons en place dans quasi la totalité de nos investissements, que ce soit pour les fonds professionnels et donc les fonds non professionnels y ont accès également. Ça permet de garantir un minimum de rendement, d'une part. Nous sommes les seuls en France à proposer cela sur le secteur du mid-market. Ce mécanisme de protection, preferred shares, comme ils disent en anglais, ça existe beaucoup aux États-Unis, ça existe notamment en large cap, en Europe. En France, j'insiste bien, nous sommes les seuls gérants à proposer cela pour que nos clients aient un garantie de rendement minimum pour la performance. Stéphane, je continue. Il nous reste 15 minutes. Je vous fais les questions. C'est toi qui me dis. On va peut-être commencer à prendre quelques questions et je vais rebondir sur l'exemple de Ticamoon, qui est un investissement minoritaire. Parmi les questions que nous avons étaient les critères d'investissement. Tu l'as un petit peu évoqué au début. Est-ce que tu peux revenir dessus? Investissement majoritaire ou minoritaire, critères de sélection des investissements et à quel point vous êtes en accompagnement du management des sociétés du portefeuille. Très bien. Alors, le groupe LFPI, je vous le disais tout à l'heure, prend principalement des investissements majoritaires. Notre ratio, c'est 79% des investissements sur l'historique majoritaire contre 21% en minoritaire. Ici, dans cet exemple, nous avons en effet pris un investissement minoritaire. Alors, ça vient me dire, néanmoins, ce n'est pas pour autant que nous soyons minoritaires que nous n'agissons pas aux côtés des dirigeants d'entreprise pour développer celle-ci. Notre accompagnement est strictement le même. Nous avons une place au board de manière systématique. Les dirigeants de Ticamoon, mais aussi d'autres entreprises dans lesquelles nous sommes minoritaires, nous sollicitent et ont finalement, je dirais pas jusqu'à nous dire des comptes à nous rendre, mais nous avons des points systématiques et réguliers avec eux tous les 15 jours et nous avons accès en reporting et aux évolutions des chiffres d'affaires et résultats financiers en permanence. Nous les conseillons, nous les accompagnons, nous leur proposons des opportunités de croissance externe, c'est-à-dire d'aller faire du développement, du rachat d'autres entreprises. Nous mettons à leur disposition notre savoir-faire pour accélérer la digitalisation de leurs process, les renforcer, aller acquérir de nouveaux marchés. Nous mettons aussi à leur disposition notre savoir-faire en manière de gestion ESG. D'ailleurs, cette entreprise, et nous sommes en train de travailler dessus, nous souhaitons la faire passer entreprise à mission avec le label B Corp. Et c'est nous qui sommes à cette initiative-là aux côtés des dirigeants de cette entreprise. Une question également portait sur le risque de change éventuel. Est-ce que dans les fonds du groupe LFPI, y a-t-il du risque de change embarqué? Et si c'est le cas, comment est-il géré? Alors, tout dépend des véhicules auxquels on pourrait s'adresser. Si je prends le fonds ouvert à la souscription que je vais remettre, vous avez compris qu'il est investi en Europe, mais aussi en Amérique du Nord, notamment à travers le fonds de fonds. Le risque de change est pris en compte. Néanmoins, lorsque nous faisons un investissement en Amérique du Nord, nous le faisons à travers soit le volet fonds de fonds, soit le volet direct, mais nous le faisons avec une branche ou un segment de private equity du groupe qui est notre gestionnaire de fonds de fonds qui est basé aux US. Et celui-ci prend tout à fait le risque de change embarqué. Et dès lors, même si la poche US dollar est très faible, nous anticipons bien entendu les risques de change et nous prenons avec HQ Capital, qui est notre fonds de fonds américain,
que nous possédons, bien entendu, lui prend les initiatives de couverture de taux. Une question, Aurélien, qu'on peut se poser, la performance du private equity, tu l'as souligné, a été remarquable ces dernières années. Ça a évidemment suscité beaucoup d'intérêt de la part non seulement des investisseurs institutionnels, qui sont les investisseurs historiques, mais également de la part d'investisseurs particuliers, comme nos clients. Est-ce que vous avez une vue sur la performance qu'on peut attendre dans les prochaines années? Est-ce qu'avec le renchérissement du coût de la dette, est-ce qu'on peut s'attendre à un tassement des performances? C'est une très bonne question. Évidemment, le coût de la dette est un marqueur, je ne vais pas dire indélébile, mais presque, dans nos acquisitions, mais bien entendu, dans nos cessions. Aujourd'hui, le coût de la dette, en tout cas sur les 2 dernières années, a sensiblement monté. Nous, chez LFPI, nous ne mettons jamais trop de dette dans nos opérations. En moyenne, nous oscillons entre 2 fois et 2 fois et demi le résultat net avant impôt en dette. Pourquoi? Ça, c'était de tout temps. Ce n'est pas le fait que la dette coûte plus cher aujourd'hui. Ça a toujours été de tout temps. Pourquoi? Parce que nous ne souhaitons pas asphyxier nos entreprises. A contrario, les gérants du large cap, les très grands fonds américains, les très grands fonds européens ou français que vous connaissez, eux sont sur des multiples de dettes autour de 7, voire 8, voire parfois 9 fois le résultat net avant impôt. Dès lors, et mathématiquement, vous comprenez que lorsque les taux d'intérêt augmentent, le coût de la dette peut asphyxier l'entreprise. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup moins de deals ou d'opérations qui se font dans le large cap aujourd'hui, depuis 18 mois, qu'il peut en avoir sur le mid-market, que nous sommes spécialisés. Donc, ça va naturellement rejaillir sur les performances. Enfin, l'autre levier que nous connaissons et sur lequel nous ambitionnons et nous actionnons beaucoup, dès lors que nous mettons à notre niveau pas beaucoup de dettes, ou en tout cas un montant raisonnable de dettes dans nos opérations, ça nous permet, dès lors qu'il y a une évolution ou qu'il y aura une évolution des taux d'intérêt à la baisse, ça a été le cas dans le passé et ça va être le cas, je pense, dans les prochaines années, nous allons pouvoir refinancer cette dette, refaire ce qu'on appelle une recapitalisation de la dette et dès lors générer de la distribution et de la performance pour nos clients. En général, la duration d'un investissement est entre 4 et 6 ans. Il arrive régulièrement qu'au bout de 3 ans, nous fassions une recapitalisation de la dette initiale permettant de générer du cash et permettant ainsi de rendre du cash avant même d'avoir vendu l'entreprise à nos clients. Merci Aurélien. Concernant maintenant le nombre d'entreprises, tu évoquais le fait que dans les fonds directs d'LFPI Gestion, vous déteniez entre 10 et 12 entreprises. Au moment où l'on se parle, combien d'entreprises à peu près sont accompagnées par LFPI Gestion? Sur le pôle direct du groupe Private Equity, aujourd'hui, c'est un petit peu moins d'une vingtaine d'entreprises qui sont accompagnées. Alors, ça va un petit peu changer à la fin du mois puisque nous sommes en train de faire une session dans notre fonds numéro 6, une belle entreprise. Néanmoins, nous oscillons en moyenne entre 15 et 20 participations. Nous avons un programme, et peut-être j'anticipe ta question, de 2 à 3 investissements annuels avec 2 à 3 sessions annuelles. Sur un deal flow, sur un nombre d'entreprises analysées d'environ combien? Aujourd'hui, nous recevons 150 à 200 dossiers, 200 projets d'investissement par an. Sur ces 150, prenons le marqueur à 150. Je dirais qu'il y en a une centaine qui sont rapidement écartés. Puis il en reste 50. Sur ces 50-là, nous allons lancer des analyses internes de due diligence sur une cinquantaine. Il va en rester pour lesquels nous allons poursuivre une dizaine. C'est-à-dire, quand je dis poursuivre, cela implique de faire venir des conseils parfois extérieurs. En tout cas, ça implique des centres de coûts importants parce que nous investissons et nos process d'investissement prennent du temps. Sur la dizaine que nous aurons sélectionnée annuellement, nous allons faire 2 ou 3. Donc, le taux d'écrémage est extrêmement important. J'ai gardé la question peut-être la plus difficile pour la fin. Merci. Évidemment, dans le contexte d'instabilité politique actuelle qui caractérise la France,
est-ce que tu vois à ce stade un impact potentiel sur l'investissement en non coté? Alors, on se serait parlé il y a 2 semaines, je ne vous aurais pas donné la même réponse. Aujourd'hui, et au regard des résultats politiques, et sans émettre le moindre jugement politique, on voit finalement le risque fiscal, le risque de tension sur les entreprises et le risque de fuite se réduire. Il ne faut pas être grand clair pour se rendre compte que finalement les dangers des 2 extrêmes au pouvoir est écarté. Donc c'est vrai que le marché a été assez attentiste depuis le 9 juin dernier. Nous sommes le 9 juillet. Nous allons avoir encore, je pense, 1 mois et demi à 2 mois assez calme, même si pourtant l'été est en général le début de l'été est en général un moment très actif. Je constate néanmoins, je fais une parenthèse pour parler beaucoup à de confrères, qu'il y a des opérations sur lesquelles il devait y avoir des closings la semaine dernière qui ont été décalés à cette semaine. Je sais que ces opérations aujourd'hui vont se faire. A contrario, je pense néanmoins que l'accélération que nous connaissons traditionnellement avant l'été va se stabiliser. Je pense qu'il va falloir être attentiste jusqu'à la formation du prochain gouvernement. Toute proportion gardée, que nous ayons un gouvernement dit technique, composite ou une majorité recomposée avec plusieurs grands blocs centristes, je n'ai plus trop d'inquiétude quant à la dynamisme de nos marchés. Peut-être nous allons regarder la dette française, la dette souveraine. Quant aux opérations de PME et des ETI, les fonds ont besoin de faire tourner leur portefeuille. Nous avons besoin d'investir, nous avons de l'argent, du cash disponible. Quand je dis nous, c'est chez LFPI, mais nos confrères aussi. Et nous avons besoin de faire grandir nos entreprises pour qu'elles soient toujours attractives. Et en conséquence, je suis moins inquiet que j'aurais pu l'être dans les semaines précédentes. Bien entendu, et pour conclure là-dessus, si l'un des 2 extrêmes, à gauche ou à droite, avait accédé au pouvoir avec une majorité absolue, mon discours aurait été tout à fait différent, notamment l'extrême gauche, qui m'inquiète, moi, fiscalement et économiquement, sur le papier, plus que l'extrême droite. Néanmoins, le programme de l'extrême droite, lui aussi, était inquiétant. Nous avons édulcoré ces risques. Je crois que les Français sont résilients, ont compris. Attendons de voir ce qui se passe pour le nouveau gouvernement. Néanmoins, je ne suis pas pessimiste quant à l'avenir du financement du marché du private equity. Finalement, la réponse était presque dans ton commentaire précédent de dire que les deals se font encore avec des sorties, encore des sorties prévues pour le fonds 6. Et finalement, c'est à ça qu'on juge le marché. C'est ce qui se passe réellement. Et ce sont souvent en private equity des successions de cas spécifiques. Et c'est la qualité des équipes, l'antériorité. Je rappelle que LFPI Gestion existe depuis plus de 20 ans. Et ce métier depuis plus de 20 ans a traversé un certain nombre de crises, et cette expérience accumulée, elle est extrêmement précieuse dans votre capacité à générer de la performance. Peut-être une toute dernière question sur le dimensionnement des équipes d'LFPI. Combien de personnes aujourd'hui Alors aujourd'hui, le groupe LFPI, c'est plus de 400 personnes. Quand je dis le groupe, c'est nos 4 grandes thématiques et nos 4 grandes stratégies. Le pôle de private equity, donc l'activité historique du groupe, c'est entre 150 et 200 personnes au total. Le pôle, donc je descends encore en étage en dessous, le pôle d'investissement direct, donc les fonds que nous gérons, celui qui est à l'écran, le FCPR, LFPI Private Equity Midcap, mais aussi notre fonds Midcap 8, notre fonds flagship de LFPI Gestion, c'est aujourd'hui une grosse vingtaine de personnes. Le reste des équipes de private equity sont réparties à travers nos équipes de fonds, d'une part qui sont présentes en Suisse, mais également en Allemagne, et également aussi aux US. Et nous avons aussi une équipe de dette privée qui est ici dans nos bureaux à Paris. Merci beaucoup Aurélien pour toutes ces informations, pour ce point. Je crois que nous avons répondu à l'ensemble des questions qui ont été posées dans le chat. Bien évidemment, si d'autres questions vous revenaient par la suite, n'hésitez pas à vous adresser à votre gérant privé, que ce soit des questions sur le marché du private equity, que ce soit des questions sur les produits que nous sommes en capacité de vous proposer. J'espère que ce webinaire aura été l'occasion de vous illustrer de manière très concrète l'ensemble des synergies en fait qu'on est capable de créer
avec le reste des entités du groupe, et ce depuis maintenant 3 ans que le groupe Mescar a rejoint le groupe LFPI. Nous sommes très fiers d'avoir de telles compétences au sein du groupe et surtout de pouvoir les mettre en œuvre au service de notre clientèle. Voilà, j'espère que ce webinaire vous aura intéressé, aura permis de répondre à quelques questions que vous pouviez vous poser. Encore une fois, nous restons disponibles et nous vous souhaitons un très bel été à tous. Merci de nous avoir suivis ce matin. Merci à tous.